C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, atteinte à la sûreté de l'État, les populations de Ouidah disent non et réaffirment leur soutien au chef de l'État. Elles l'ont fait savoir à travers une marche qui a échoué à l'hôtel de ville. Le tourisme est en plein essor au Bénin. Depuis 2016, le gouvernement a engagé des réformes. L'offre touristique est diversifiée et pourrait favoriser la croissance économique. On en parle dans le dossier du jour. Et puis, activité post-COP, c'est la trouvaille du ministère du cadre de vie. Elle vise à sensibiliser les enfants aux facteurs relatifs au changement climatique. À suivre les précisions. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Les populations de Ouidah ne cautionnent pas la tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Elles étaient dans les rues pour l'affirmer et dire leur soutien au chef de l'État. Point de chute de leur marche à l'hôtel de ville de Ouidah. William Aguiar et Ernest Tétégou. Massés dans la cour de la mairie après avoir battu le macadam à travers la ville pour dire leur indignation au sujet de l'actualité relative à la tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Les populations de Ouidah se disent révoltées. Elles rejettent et dénoncent toute action visant à remettre en cause l'ordre constitutionnel. Ici, leur soutien à Patrice Talon est indéfectible. Dans la tradition, nous disons ceci. Lorsque nous faisons une offrande aux vaudous locaux, ça veut dire que le vaudou local s'enracine davantage. C'est le message que vous allez lui apporter. Et dans n'importe quelle circonstance où il se trouve, de se considérer comme cette perle rare que nous appelons Nana. Quand on met cette perle dans le feu, jamais cette perle ne se transforme en désormais, nous prions pour que notre grand frère, notre fils, Guillaume Athanase Patrice Talon, soit béni par les membres de nos ancêtres, par les dieux, et que la bénédiction soit avec lui. Ouidah, terre de Vaudou, c'est ici que tout avait été prédit par l'oracle il y a quelques mois. Les prêtres Fa l'ont rappelé et ont rassuré le chef de l'État de leur soutien. J'ai entendu vos messages. Avec mon conseil communal et avec l'appui des députés, nous allons sagement transmettre le message au chef de l'État et lui dire tout l'amour que les filles et fils de Ouidah ont pour lui. Ouidah se transforme aux yeux de tous. Les populations d'ici reconnaissantes envers le chef de l'État exigent l'arrêt de toutes les campagnes de déstabilisation contre son régime. Dans la même veine, la mosquée centrale de Cotonou a abrité un moment de prière spécial pour invoquer la paix et la cohésion sociale sur le Bénin. C'est une initiative de l'imam Ousmane Ibrahim, député à l'Assemblée nationale. Les échos avec Marcel Arrossi et Alexis Segbémon. Le chef de l'État, jusqu'à ce qu'il descende, n'aura aucun revers de médaille. C'est une initiative qui a réuni des fidèles, dignitaires religieux et représentants politiques dans un même élan spirituel, témoignant de l'importance de l'unité nationale. Sur les lieux, des personnalités influentes, dont plusieurs députés du camp présidentiel. Nous rendons grâce à Allah, le Tout-Puissant, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, dont la miséricorde se manifeste aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes là, en train de le louer, pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour le Bénin, qu'il continue de faire pour le Bénin. Quand Dieu est avec un président, il n'a plus rien à craindre. Nous lui demandons de continuer sa mission républicaine. Le reste, la prière et la spiritualité s'en chargent.
Il n'y a pas d'autorité sans l'ordre de Dieu. Celui qui est autorité a été institué par Dieu. Je souhaite vraiment que ce message soit partagé à travers tous les musulmans. Il ne faut pas qu'on arrête le train talon. Un moment solennel marqué par des invocations et des appels au vivre ensemble alors que le pays traverse une période où l'unité nationale est plus que jamais nécessaire. Il n'y a ni force ni puissance que par Dieu. Je voudrais que tous les versets du Saint-Coran que nous avons lus se déversent sur notre pays. Amen. Que la paix règne dans notre pays. Tous ont prié pour que le Bénin reste un havre de paix où les divergences politiques se règlent par la discussion et non par la confrontation. Une délégation des leaders du bloc républicain était dans le département de la Donga. Le président et l'équipe qui l'accompagnent ont procédé au lancement officiel des premières journées départementales des élus BR, un creuset de formation. Thème retenu, mobilisation à la base et promotion de la culture du militantisme. Jean-Claude James et Yves Agodopessi. Cette rencontre de 24 heures a réuni les élus BR des 4 communes du département. Une session de renforcement de capacité pour s'approprier les valeurs de leur famille politique qui comptent sur chacun d'eux pour relever les défis. Le bureau exécutif national du bloc républicain a souhaité organiser cette journée non seulement pour respecter ce qui a été prévu dans le PTA, mais aussi et surtout mettre l'accent sur la formation dans un grand parti comme le Bloc républicain. Et enfin, c'est bien sûr une bonne occasion pour nous de nous manifester sur le terrain. Je tiens à vous féliciter, vous qui avez pris le temps de votre week-end pour y participer. 3 communications ont marqué cette première édition des journées départementales des élus BR. Mobilisation à la base et promotion de la culture du militantisme, thème central, code de l'administration territoriale et enfin code électoral. Nous sommes particulièrement heureux d'être choisis pour abriter la première édition. C'est un honneur pour nous et on vous remercie très sincèrement. Tous mes camarades conseillers qui sont ici sont prêts. On est prêts, on veut vraiment apprendre en ce qui concerne notre parti, le BR. C'est une excellente initiative du Bloc républicain parce que souvent, le contact avec les populations, c'est quand les scrutins électoraux approchent, ce qui est une mauvaise chose et les gens reprochent souvent aux différents partis. Aujourd'hui que nous voulons des partis de masse, il faudrait que nous changions nos méthodes. Je voudrais déjà saisir l'occasion pour remercier notre président du parti. Cette formation ne pouvait pas mieux tomber pour impacter les populations à la base, pour les amener à adhérer. Le BR est déjà le premier parti, n'est-ce pas, de la Donga. Après le lancement simultané à Djougou dans la Donga et à Aplahoué dans le Koufo, les leaders du parti vont rallier prochainement les autres départements. Objectif, renforcer les capacités de tous les 336 conseillers communaux et municipaux du bloc républicain. Pendant ce temps, le Parti populaire panafricain a vu le jour. Il se veut d'envergure nationale et même continentale. Le congrès qui consacre sa création a eu lieu en présence de Alain Sochouma et Benjamin Dinayo. L'univers politique béninois accueille un nouvel acteur, le Parti populaire panafricain, avec une ligne toute tracée. Le congrès constitutif de ce parti a été mis sous le parrainage de l'ancien président de Côte d'Ivoire, Koudou Laurent Gbagbo. C'est un hommage que vous rendez à ce digne fils de l'Afrique, ce combattant infatigable pour la démocratie, les libertés et le panafricanisme. Dans un monde en perpétuelle mutation, où les défis socio-économiques et politiques se multiplient, il est impératif que nous, Africains, nous nous unissions pour fédérer nos efforts et nos intelligences pour donner un avenir meilleur à notre continent. Nous tenons sur les épaules des géants.
ceux qui ont sacrifié leur vie pour que nous puissions rêver d'un continent libre, uni et prospère. Le Parti populaire panafricain repose sur 7 piliers fondamentaux qui sont le patriotisme, le souverainisme, le panafricanisme, l'éthique, la fraternité, la justice et le travail. C'est une nouvelle offre pour L'Agence française de développement a organisé du 8 au 9 octobre une visite de terrain. L'objectif est d'aller constater les impacts des différents projets mis en œuvre dans le secteur agricole au Bénin sur les bénéficiaires. La délégation était composée de responsables de l'AFD et des hommes des médias. L'un des projets phares financés, c'est le projet d'appui au développement des filières protéiniques. Ariane Da Silva et Julia Kouikou. Vous savez, à l'AFD, nous, on est persuadés de 2 choses sur les questions agricoles. Un, qu'il faut vraiment promouvoir la petite agriculture familiale parce qu'elle est pourvoyeuse d'emplois à long terme. Et donc, on a vu beaucoup d'agriculteurs ou d'entrepreneurs qui travaillent dans le secteur agricole et ça, c'était en effet une très bonne chose. Et on est aussi très convaincus de la transition agroécologique et qu'il faut préserver l'environnement dans le domaine agricole pour s'assurer des rendements de qualité et demain pouvoir continuer à produire et produire plus pour nourrir les habitants qui ne cessent d'augmenter, notamment au Bénin. Très heureux d'avoir pu voir très concrètement l'application de ces 3 projets. Alors ces projets continuent, hein. Ils continuent. Alors certains sont en deuxième phase de développement, d'autres vont s'achever, mais on est déjà en discussion avec le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche pour faire des phases suivantes, pour voir comment continuer ces investissements, parce qu'on sait que c'est des investissements sur le long cours, donc on ne peut pas s'arrêter en milieu de guet, ça c'est sûr. On bénéficie aussi d'une très forte volonté politique sur ces questions agricoles et notamment sur la question de la transition agroécologique, hein, parce que ça a été une demande de l'État il y a quelques années de vraiment investir ce sujet-là et on rentre même aujourd'hui dans un dialogue de politique publique à la demande de l'État béninois pour développer, les accompagner sur leur stratégie agroécologique. Donc tout ça, ce sont des excellents signaux dans le partenariat qu'on a aujourd'hui avec l'État du Bénin. Vous avez plutôt écouté la directrice de l'AFD après sa visite de terrain sur les projets de développement durable. Je vous le disais, l'Agence française de développement a organisé du 8 au 9 octobre une visite de terrain. L'objectif est d'aller constater les impacts des différents projets mis en œuvre dans le secteur agricole au Bénin sur les bénéficiaires. La délégation était composée de responsables de l'AFD et des hommes des médias. Un des projets phares financés, c'est le projet d'appui au développement des filières protéiniques. Ariane Da Silva et Julia Kouikou. Zogbodomé, commune située à plus de 100 km de Cotonou. Nous sommes dans le département du Zou. Ici, des femmes s'investissent depuis quelques années dans la transformation du soja en produits dérivés comme le lait, le fromage, le samoussa, les boulettes. Mais très vite, elles font face à des difficultés. Disons, il y a 5 ans, il y a 2 ans, avec ces transformatrices, on avait de faibles quantités. Elles avaient l'envie d'évoluer, mais le marché ne nous permettait pas d'aller encore plus. C'est pour inverser la tendance que le projet d'appui au développement des filières protéiniques, PADEFIP, a vu le jour. C'est le fruit d'un partenariat entre l'État béninois et l'Agence française de développement à travers la signature d'une convention de financement. Ce projet nous a permis de revoir le processus de transformation du soja. Le projet nous a aussi permis d'avoir accès à de plus grands marchés. On a un fromage aujourd'hui qui est d'une qualité vraiment maîtrisée, qui a un goût apprécié, qui peut être valorisé dans la cuisine locale. Ça permet surtout aux entrepreneurs, aux femmes, d'aller décrocher des marchés beaucoup plus importants. À cela s'ajoute le chantier de construction d'une unité de transformation moderne du soja. Le PADEFIP, c'est aussi un appui au développement de la filière piscicole. Dans ce domaine, Suzanne, piscicultrice à Zakpota, est l'une des bénéficiaires. Le projet PADEFIP nous a aidé beaucoup parce que on ne voit jamais les projets qui donnent envie de faire pisciculture à tout le monde. C'est l'aliment qui est la pisciculture et c'est l'aliment qui nous gêne beaucoup
dans l'activité. Pour plus d'autonomie, le PADEFIP a mis à la disposition des pisciculteurs une unité de production d'aliments poissons basée à Covey. Ça répond à une problématique exprimée par les pisciculteurs depuis plusieurs années par rapport à la question donc, de l'aliment pour les poissons, qui représente environ 60 à 70% des charges d'exploitation pour nous. Et il était important qu'on réfléchisse à comment on fait pour fabriquer de l'aliment localement. Au total, pour la filière soja, 600 très petites entreprises ont été accompagnées, 120 kits de transformation mis à leur disposition et 3664 personnes impactées. Pour ce qui est de la pisciculture, 285 pisciculteurs ont vu leur capacité renforcée et 155 projets financés. Octobre, mois du consommant local, la foire du consommant local se déploie partout. Dans le Monokoufo, c'est l'occasion de valoriser les potentialités agricoles, artisanales et aussi culturelles. Evariste Zomaon et Samirat Tchabimani. La foire interdépartementale de l'Okossa est un lieu d'exposition et de vente de l'agroalimentaire en passant par l'artisanat. Tout y est pour montrer aux visiteurs toutes les richesses que produisent nos braves agriculteurs et artisans. C'est de l'arachide enrobé. De l'arachide, un produit vivrier de chez nous, du Bénin, qui est cultivé ici. Et c'est très croustillant, délicieux. Et je vous garantis, ça peut s'accompagner avec tout. De la bouillie, du gari, comme vous le voulez. Je ne savais même pas qu'il y a tant d'atouts comme ça que mon pays, les artisans de mon pays fabriquent. Le poumon de l'économie de Niasse, c'est de consommer local. Et moi, je suis d'accord, je valide, je suis consommant local. Cette initiative de l'UEMOA, fortement soutenue par notre gouvernement et l'Agence belge de développement ENABEL, permet aux hommes et femmes de la réserve de biosphère du Mono de se repositionner dans la transition agroécologique et biologique. Consommer local, c'est faire le choix d'une alimentation responsable qui non seulement soutient nos agriculteurs et nos artisans, mais également contribue au développement de notre tissu économique et renforce la souveraineté alimentaire de notre pays. Ceci permettra non seulement de mettre en avant leur production, mais aussi de valoriser les produits fabriqués localement, d'offrir aux populations l'occasion de découvrir l'immensité de notre trésor caché dans le savoir-faire local et enfin d'apprécier la qualité du Made in Bénin. Les populations des deux départements sont invitées à venir découvrir jusqu'au 15 octobre prochain sur l'esplanade de la Maison du Peuple de l'Okossa cette foire pleine de surprises et à y faire de bonnes affaires. Le dossier économie s'intéresse au tourisme, un secteur en plein essor depuis 2016 au Bénin. Le gouvernement a engagé des réformes qui favorisent la dynamisation de l'offre touristique du pays, toutes choses qui pourraient contribuer à booster la croissance économique. On en parle avec Ernest Tétégou, Wenceslas Avoyemont et Ariane Da Silva. J'ai pu connaître que les abeilles ne chient pas le miel, mais plutôt ils le fabriquent de bouche en bouche. Il y a fait des bateaux fabriqués à base de produits jetés. Il y avait les différents instruments de musique que nos ancêtres utilisaient. De nouvelles connaissances acquises et une série de découvertes pour ces meilleurs écoliers au CEP 2024 après une visite touristique dans le zoo. Ici, c'est avec passion que le guide de tourisme leur raconte l'histoire du royaume de Dahomey. C'est celui de Réunion du Roi. En font l'appel à Djalalaho. Mais ces jeunes élèves sont loin de s'imaginer que c'est plusieurs siècles avant qu'est né le tourisme. Il faut remonter un peu au XVIIe siècle pour comprendre que ça a été un fait culturel initié par les jeunes aristocrates. Si vous voulez être considéré en Angleterre d'alors, et vous devez en principe sortir de chez vous
et aller connaître la culture d'autrui. Les jeunes aristocrates ont décidé de faire le grand tour au niveau de la Rome antique, de la Grèce antique. Et c'est de là qu'est né le tourisme en réalité. Au niveau sociologique, il y a beaucoup de sociétés qui ont des valeurs de manière implicite. Quand les autres viennent découvrir ce que vous avez comme patrimoine, ils profitent aussi pour s'intéresser à vos caractéristiques implicites. Et ça permet à votre société d'avoir une influence sur les autres sociétés, ce qui est favorable pour le développement économique et social. Avec le temps, le tourisme a connu des mutations. Depuis 1979, il serait même devenu une science appelée la tourismologie. Aujourd'hui, le tourisme dans notre contexte actuel est devenu la première industrie mondiale. Une industrie sur laquelle le Bénin veut désormais compter pour se développer. Depuis 2016, le gouvernement s'inscrit dans la dynamique d'investir dans ce secteur à fort potentiel et aux offres variées. Vous avez Granvier qui fascine tout visiteur avec son ingénierie architecturale, où on peut parler en ce moment quand même de l'écotourisme. Vous avez Ouidah qui aujourd'hui porte le tourisme mémoriel lié à la route de l'esclave. Vous avez les palais royaux d'Abomey, qui en son temps, depuis 1985, font objet quand même de palais patrimonialisés par l'UNESCO. Vous avez le parc Pandjari, où à ce niveau, nous avons le tourisme synergétique, à l'image de ce que nous voyons au niveau du Kenya et au niveau du parc Serengeti. Le gouvernement actuel est en train de s'affairer quand même pour donner une autre image à travers l'aménagement qui est en train d'être fait au niveau de ces produits touristiques pour que cela puisse générer des ressources à notre pays. Désormais au Bénin, le tourisme se positionne comme un label au cœur du développement. Dès lors que vous avez un centre touristique, il y a des tickets d'entrée qui sont là, et il y a des devises qui rentrent. Ces devises-là constituent alors des recettes non fiscales qui vont naturellement aider l'État à faire face à cette dépense publique. Et dès lors que vous avez par exemple des événements touristiques comme ça, c'est tout un corps de métier qui est en jeu. Vous allez voir les hôtels qui sont en train d'être occupés, vous allez voir les restaurants qui sont occupés, vous allez voir le transport qui sera vraiment en branle. Il y a beaucoup de corps de métier qui sont en branle dès lors que le tourisme est en marche. Selon le baromètre d'ONU Tourisme, on estime à 790 millions le nombre de touristes ayant voyagé à l'étranger au cours des 7 premiers mois de l'année 2024, soit environ 11% de plus qu'en 2023. Et le produit intérieur brut direct du tourisme a atteint 3 400 milliards de dollars, soit 3% du PIB mondial. Voyons maintenant cet acte important pour le sport béninois. La signature d'accord entre 142 cadres techniques derrière le ministère des Sports et les fédérations de football, de handball, de volleyball et de basketball. L'ambition, c'est de donner une nouvelle vie aux différents sports béninois. Les précisions avec Arnaud Adadia. Avec cet acte, le mouvement sportif n'aura plus de raison de faire caracoler notre sport. À travers le recrutement de ces cadres au thème d'un processus rigoureux au profit des directions techniques, l'État veut faire du Bénin une nation sportive. Les directions techniques nationales disposent désormais de ressources humaines suffisamment outillées. Elles auront pour cahier de charge d'élaborer et de conduire une bonne politique de détection et d'encadrement rigoureux des jeunes talents des catégories d'âge U15, U17, U20, U23, dames et hommes. Chers cadres techniques, nous scellons en ce jour un accord essentiel qui repose sur des valeurs fortes, à savoir l'engagement, l'éthique, la performance et la responsabilité. Au nombre de 142, directeurs techniques nationaux, managers, entraîneurs et conseillers techniques se disent prêts pour insuffler un nouveau dynamisme au sport de masse et à l'athlétisme. En agissant sur ce facteur, vous avez touché le point sensible. Mise en place des directions techniques nationales donne d'espérer des futurs meilleurs pour le sport national. C'est historique dans le sport béninois. Et je pense que la tâche qui nous attend est énorme. L'expérience y est et nous sommes tout le temps sur le terrain. En tout cas, la responsabilité sera assurée pleinement. Depuis que vous me voyez en sélection, je n'ai jamais reçu un seul copec à la fin du mois. Et je pense que nous allons nous donner plus, nous allons nous donner davantage.
Le mouvement sportif béninois est ainsi en route pour une amélioration dans le secteur. Dans le reste de l'actualité, le préfet de l'Atlantique sacrifie à sa tournée statutaire de l'année 2024. Première étape, la commune d'Abomey-Calavi. Il a pu examiner les projets péagés conduits dans la commune. Les attentes et doléances des citoyens sont aussi remontées. Ernest Tétégou et Ulvaeus Balogun. C'est un attroupement inhabituel qui attire l'attention ici à la mairie d'Abomey-Calavi en ce début de semaine. Au drapeau, un invité, pas comme les autres, le préfet du département de l'Atlantique. L'autorité est ici, dans le cadre de sa visite statutaire annuelle au titre de l'année 2024. Calavi, c'est désormais la locomotive de l'Atlantique. L'exercice est particulier. Loin des bureaux, il s'agit, 2 ans après la mise en œuvre de la réforme structurelle de la décentralisation, d'entretenir les agents aux fins d'une auto-évaluation. Le principe de la continuité du service public, c'est important. Et il y a le principe de la mutabilité. Ce principe qui a fondé les grandes réformes qui sont intervenues désormais au niveau de l'administration territoriale, notamment au niveau des communes. Nous avons la séparation des fonctions politiques, des fonctions techniques et administratives. À l'exercice, les langues se délient. Le gros problème se trouve aujourd'hui au niveau des procédures, au niveau de passation des marchés publics où ça traîne sérieusement. La mairie d'Abomey-Calavi a les moyens d'investir, mais les objectifs par rapport aux investissements n'arrivent pas à atteindre le but visé. Par rapport au bloc administratif, nous avons réceptionné le plan d'aménagement de la mairie et les dispositions sont en train d'être prises pour quand même trouver une solution au bloc administratif que nous avons actuellement. Au niveau du secrétariat exécutif, nous sommes satisfaits. Les primes ont été saucissonnés mais mensualisés. Vous avez reconnu les efforts qui sont faits. Continuez à soutenir ces efforts. En tout cas, vous avez l'appui de la préfecture et donc du chef de l'État et de son gouvernement. Une séance d'information et d'échange a également eu lieu avec les élus locaux, communaux, municipaux et les administrés de la commune d'Abomey-Calavi. De toutes les 77 communes du Bénin, Calavi a reçu beaucoup de projets par le PAG. Des échanges fructueux sur la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement PAG 2. Je vous le disais en titre, le ministère du Cadre de vie a organisé une tournée de formation et d'information relative à la forte vulnérabilité des enfants face au changement climatique, la promotion des énergies renouvelables et de la sobriété énergétique auprès des communautés. Dénommée activité post-COP, elle vise à sensibiliser les enfants aux facteurs relatifs au changement climatique. Osenia Deleke et Judika Elaina. Pour nous de changer nos comportements. Vous me suivez? Échanger et partager avec les enfants tout ce qui est lié au changement climatique au Bénin. C'est l'objectif de cette tournée de formation et d'information relative à la forte vulnérabilité des enfants face au changement climatique. On leur a appris les gestes éco-responsables qu'il faut adopter pour faire face aux effets néfastes des changements climatiques. Et non seulement ça, ils sont désormais nos ambassadeurs dans la localité. C'est eux qui vont porter la bonne nouvelle aux parents et à leurs camarades qui ne sont pas à la séance. Ce que c'est que le changement climatique, les causes des changements climatiques, quels sont les effets des changements climatiques. Cette activité dénommée Post-COP des jeunes délégués à la COP 28 est une initiative du ministère du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable en commun accord avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF. Aujourd'hui, nous sommes au CG1 Candy pour pouvoir faire la restitution de notre participation à la COP, surtout les informer sur les effets des changements climatiques dans la localité et leur parler également des énergies renouvelables et la sobriété énergétique. Nous avons vu que les bénéficiaires sont très contents et ils ont apprécié la séance. Ils ont pris conscience des conséquences des changements climatiques sur leur vie parce qu'ils sont des enfants. Donc les enfants sont des couches vulnérables qui sont affectées par les changements climatiques. J'ai compris que pour garder bien notre environnement, il faut respecter notre environnement, ne pas jeter les ordures par terre. Vous avez vu les enfants, l'engouement, l'enthousiasme qui a animé, caractérisé cette formation dans la salle.
et avoir visiblement déjà les enfants. Et ça, moi, je dirais que cette formation est la bienvenue. Cette tournée de sensibilisation des enfants prend en compte les communes de Banikwara, Malanville, Subana, Kandi et Gogounou. Hors du Bénin, de nouvelles confrontations sévissent au Soudan, au Liban, la guerre au Proche-Orient fait rage. On fait le tour avec Marcel Arrossi. Une tragédie supplémentaire pour un pays déjà meurtri par des décennies de conflits. Une nouvelle vague de violence aggrave la situation humanitaire au Soudan, déplaçant des milliers de civils et fragilisant davantage un État en quête de stabilité. Ces derniers jours, les affrontements entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide se sont intensifiés, plongeant le pays dans une situation chaotique et dramatique. Dans plusieurs régions, notamment à Khartoum, au Darfour et au Kordofan, des combats féroces ont éclaté, entraînant d'importantes pertes civiles. Des bâtiments en ruine, des rues désertes et des tirs qui résonnent au loin. Voici le quotidien des habitants de la capitale soudanaise. Nombreux sont ceux qui ont dû quitter leur foyer pour se réfugier dans des zones plus sûres ou tenter de franchir la frontière vers des pays voisins comme le Tchad ou l'Égypte. Mais pour beaucoup, l'exode reste un pari risqué, les routes étant souvent bloquées ou contrôlées par des factions armées. La solidarité internationale devrait se renforcer pour éviter que cette crise n'entraîne une catastrophe humanitaire irréversible dans ce pays où l'espoir d'une trêve semble encore lointain. Depuis l'escalade des hostilités en septembre 2024, le Liban est plongé dans une guerre intense, marquée par des bombardements israéliens ciblant plusieurs régions, notamment le sud du pays et la banlieue sud de Beyrouth. Ces attaques ont été déclenchées en réponse au soutien militaire du Hezbollah au Hamas depuis octobre 2023. Le bilan humain est lourd. Début octobre, on comptait déjà plus de 2000 morts et près de 10 000 blessés. La population civile est particulièrement touchée, avec plus d'1 million de déplacés internes et environ 240 000 personnes fuyant vers la Syrie. Environ 40% des élèves du pays ont été contraints d'interrompre leur scolarité en raison de ces déplacements. Le Hezbollah, engagé directement dans le conflit, ne fournit plus de bilan détaillé, ce qui complique l'évaluation des victimes parmi les combattants et les civils. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.